de lunettes noires, une queue de cheval grisonnante et une chemise avec un col 3 fois trop long. On pense tous à la même personne, non? Karl Lagerfeld. Il a été l'un, si ce n'est le créateur de mode le plus influent du XXe siècle. Reconnu pour son travail prolifique en tant que directeur artistique de maisons prestigieuses comme Chanel et Fendi, il a marqué à tout jamais le monde de la haute couture. Pour beaucoup, Lagerfeld incarne le génie créatif, le bon goût ou simplement la très haute sphère du monde de la mode. On le reconnaît parmi des milliers pour son style inimitable et son image emblématique. Un accent digne d'un méchant allemand tout droit sorti d'un nanar des années 2000. J'ai passé l'âge des jouets. Des lunettes noires, une queue de cheval immaculée et des gants en cuir devenus aussi célèbres que ses créations. Enfin, pas aussi célèbre que ses créations. En réalité, la plupart d'entre vous ne le connaissent que pour sa dégaine hurluberluesque et son accent marrant. Mais pourquoi tout le monde connaît ce mec? Même ceux qui se sont absolument jamais intéressés à la mode. Car Lagerfeld, c'est un des rares couturiers que littéralement tout le monde connaît. C'est carrément devenu une référence culturelle des années 2000. Je suis Karl Lagerfeld. Évidemment, on me demande toujours est-ce que je suis le vrai Karl Lagerfeld. C'est droit, c'est classe, c'est Chanel, c'est pas de la merde. On n'est pas chez les ploucs ici. Personne sait vraiment ce qu'il a fait de sa vie, on savait juste qu'il était dans la mode, ou alors les plus curieux connaissent vaguement son CV. Mais étonnamment, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que le mec est très chaud dans ce qu'il fait. Du moins, normalement, non? Et si l'homme derrière cette façade, qu'on présente comme une icône de la mode, était davantage un produit marketing qu'un véritable génie créatif? Et si Karl Lagerfeld n'était qu'un créateur lambda, complètement surcoté que l'histoire ne retiendra que pour ses gimmicks et son apparence caricaturale? La question devient d'autant plus légitime lorsqu'on regarde la marque de vêtements éponyme qu'il a laissé derrière lui. Pourquoi un créateur supposément de génie a toujours proposé des vêtements complètement anecdotiques avec sa marque? Il théma sa marque aujourd'hui en Big 2025, ça se tape péniblement avec H&M de 2006, hein. Si son héritage en 50 piges de carrière de génie, qui se résume plus ou moins que à foutre des dessins de sa tête sur des t-shirts, on peut vraiment se questionner sur ce qu'il a réellement apporté à la mode. Est-ce que Karl Lagerfeld n'était pas au final juste un showman très ambitieux qui s'est retrouvé au bon endroit au bon moment face au projecteur? En d'autres termes, est-ce que Karl Lagerfeld n'était pas la plus grosse fraude du monde de la mode? Tout commence en 1933 ou en 1938, on sait pas trop. Enfin si, maintenant on sait. Mais à la base, la date de naissance de Karl Lagerfeld était pendant longtemps un secret un peu honteux pour le créateur. Vous l'aurez deviné à son accent, Karl Lagerfeld est né en Allemagne et ça, à l'époque c'était un peu malvenu d'être né là-bas. Et surtout d'avoir grandi là-bas à cette période un peu brosson. Du moins, c'était pas assez glamour pour le monde de la mode parisien. C'est pour ça qu'au début de sa carrière, il prétendait être né en 1938 en falsifiant ses documents d'identité pour déjà effacer une partie de son histoire et dire qu'il était trop jeune pour avoir connu le prime du H. Mais pour brouiller encore plus les pistes, il se présentait comme le fils d'un noble danois, puis suédois. Enfin bref, il se mélangeait complètement dans ses mythos. C'était un genre de swagman avant l'heure finalement. Et bah pourquoi tu vas mentir finalement? Car Lagerfeld avait honte de ses origines. Et dites-vous qu'il a fallu attendre 2004 qu'il se fasse snitch par le journal allemand Bild am Sonntag pour qu'on sache après leur enquête qu'il était en réalité né à Hambourg en Allemagne en 1933 et qu'il n'avait absolument pas de daron suédois ni danois. Au final, 5 ans près, ça change pas grand chose, surtout qu'il était bien factuellement trop jeune à cette époque. Il avait quoi, 10 piges pendant le règne du boug à la moustache? Et donc, qu'ils disent qu'il en avait 5 ou 10, je vois pas trop ce que ça aurait changé, mais bon, c'était probablement son côté perfectionniste. Ça, j'ai pas d'explication, ça. Quand on a appris tout ça en 2004, il était déjà en place, il bossait déjà chez Fendi et Chanel, il en avait un peu plus rien à foutre. Ça aura d'ailleurs absolument aucun impact sur la suite de sa carrière, mais à ses débuts, ça lui tenait à cœur de se distancer de son histoire, ou plutôt de l'histoire obscure de son pays natal. Karl avait honte d'où il venait, mais n'a jamais été à plaindre. Issu d'une famille bourgeoise d'Hambourg, avec un daron entrepreneur à succès, qui vendait du lait concentré importé des États-Unis dans toute l'Allemagne. Il était issu d'une famille riche, voire même très riche. Mais tout s'arrêtera brutalement pour la famille Lagerfeld lors de la période la plus sombre pour l'Allemagne quand le pays sera déstabilisé par le H. Et non, c'est faux, contrairement à d'autres entreprises, le business ne s'est absolument pas arrêté, ni ralenti, il a ni même été réquisitionné pendant l'épopée du pote d'Elon Musk. Malgré la guerre, malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations puis les arrestations, absolument rien ne changera pour le daron Lagerfeld et son lait concentré. Il
continuera de vendre des petits Suisses aux Allemands. Ils sont petits, hein. Et il continuera surtout de becqueter pendant des années sans que le nouveau régime n'ait aucun impact sur son business. Mais si les dirigeants allemands ne voyaient aucun mal à ce qu'il continue de vendre du lait, l'Allemagne était pourtant bien en guerre et en 1943, il finira par enfin être inquiété par la réalité du conflit mondial. Hambourg, leur ville natale, se fera complètement détruire lors de l'opération Gomorrhe. La famille doit quitter la ville dans la précipitation. Heureusement, ils étaient plâtrés, donc ils avaient un deuxième domaine en campagne pour s'y réfugier et en un claquement de doigts, la famille Lagerfeld se retrouvera dans la Cambrousse au milieu de nulle part. Mais en sécurité. Le petit Karl avait maintenant 10 ans, il baignait dans le fric sans s'en rendre compte, mais la contrepartie c'est qu'il grandira avec un père absent trop pris par ses business qui n'était pratiquement jamais là pour lui. Il se retrouva donc dans une campagne terrifiante où il y avait littéralement rien, pas de voisins de moins de 60 ans, pas de potes, même son daron était pas là pour lui. Il se faisait chier de baiser dans sa prison dorée. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Sa situation géographique assez compliquée le poussera à rester chez lui. Il s'enfermait dans le grenier de la maison avec des journaux de caricature et s'amusait à essayer de les reproduire. Il découvrira sa première passion, le dessin. Et dès le plus jeune âge, il était matrixé par les détails. Il essayait de recopier les éléments à l'identique. À la moindre rature, il foutait tout à la poubelle. Et à chaque nouveau dessin, il lui fallait absolument une toute nouvelle feuille blanche immaculée. Sinon, c'était sale. Sa deuxième passion pour la mode grandira par hasard. Un jour, en lisant un vieux livre, il tombe sur l'image d'un tableau, la table ronde d'Adolf von Menzel, et il a été clairement hurluberlué par tout le raffinement des sapes et du standing dépeint dans le tableau. Voir tout ce luxe, malgré son très jeune âge, non seulement il arrive à comprendre le raffinement, mais surtout ça le fascine. T'aimes trop le luxe ? Arrête. À partir de là, il laisse complètement tomber ses dessins de caricature de Golemont et passe littéralement tout son temps libre à reproduire les sapes qu'il avait découverts dans ce tableau. Toujours dans son grenier par contre, sans jamais vraiment traîner dehors. Il y avait bien quelques gosses de son âge dans son village, et le petit Karl était déjà un maxi-snobber digne du monde élitiste de la mode. Dans sa tête, c'était un bourgeois de la ville. Il voyait aucun intérêt de jouer avec ces pouilleux de campagnards. Il allait quand même pas se salir. J'ai passé l'âge des jouets. Et d'ailleurs, selon lui, il ne voyait même pas du tout l'intérêt de jouer en général. Il préférait dessiner et penser à ce qu'il allait devenir plus tard. Il dira même « Aucun jour de ma vie, je n'ai pas rêvé d'être un grand homme ». C'est pour ça qu'il était tiré par 4 épingles dès son plus jeune âge. Il s'habillait déjà en noir et blanc avec des blazers de daron et ses chemises au col gigantesque. Et cette dégaine, elle n'était pas du tout anecdotique. Son inspiration, c'était sa daronne, une vieille allemande psychorigide complètement ravagée, qui s'habillait que en noir et blanc et qui mettait ses mêmes chemises avec ce fameux col immense qui pendait plus bas que ses bzets. La blague est valide. Sa mère était particulièrement effrayante. Elle était très stricte, elle faisait peur à tous les gosses du village et elle avait une perception assez particulière de l'éducation. Elle fallait même pas lui parler de méthode Montessori pour éduquer ses gosses, hein. Karl racontait qu'elle lui sortait des grosses dingueries quand il était petit peu. Elle lui disait des bails du genre « Si tu veux parler avec moi, fais un effort. Toi t'as 6 ans, moi non. Donc parle vite et bien ou tais-toi. » Il avait beau se faire terminer et rabaisser constamment par sa daronne, il reprendra beaucoup de choses de sa mère, à tel point que finalement, le petit Karl était la pâle copie de la daronne, étant quasiment uniquement éduqué par elle et passant la majorité de son enfance à la maison collé à elle. Sa mère jouera un énorme rôle sur ce que deviendra le Karl Lagerfeld qu'on connaît aujourd'hui, avec son mépris et son caractère bien à lui. Enfin, bien à sa daronne du coup. C'est d'ailleurs elle qui lui ouvrira les portes du monde de la mode, étant une habituée des défilés de mode avant la guerre, une fois le retour à la normale d'après guerre, elle l'emmènera voir un défilé de mode pour la toute première fois en 1949. Et c'était rien d'autre qu'un défilé de Christian Dior qui avait eu lieu comme par hasard à Hambourg, dans l'hôtel où la famille Lagerfeld résidait en attendant de se retrouver un domicile fixe. Le petit Karl avait à peine 16 ans et le destin fera que ce qu'il avait vu ce jour-là sera la révélation de sa vie. 3 ans plus tard, Karl Lagerfeld quitte l'Allemagne pour Paris avec sa mère. Sa sœur aînée était partie au States, le daron était resté en Allemagne pour continuer à faire tourner le business, parce qu'il avait bien capté que son gosse était pas trop chaud pour reprendre l'affaire familiale et se lancer dans le frometon et les produits laitiers en tout genre. Non, Karl voyait plus grand, ou du moins plus chic, et il était bien déterminé à réaliser ses rêves à Paris, la capitale de la mode. Autant aujourd'hui il existe des dizaines de grandes villes de la mode, et les possibilités de réussir sont très vastes, autant à son époque c'était inimaginable de réussir dans la mode sans foutre les pieds à Paris. Et il a évidemment bien fait d'y aller puisque les opportunités se sont enchaînées à une vitesse folle pour lui.
Il commence par devenir illustrateur de mode à Paris en 1954, rien de bien fou par rapport à ses énormes ambitions, mais il était déjà en train de vivre, ou du moins de vivoter grâce à sa passion. Même si bon, il avait des darons riches, c'était pas trop un souci pour lui d'accepter des tafs précaires financièrement, tant qu'il pouvait enfin poser un pied dans le monde de la mode. Mais sa vraie opportunité se présentera un peu plus tard. Là, on était sur du bénévolat, puisqu'il s'agissait d'un concours organisé par le Secrétariat international de la laine, où n'importe qui pouvait participer et présenter ses créations. Le but de ces concours, c'était pas de repartir avec une quicheta, mais plutôt de se faire repérer dans le milieu très fermé de la mode, et pourquoi pas se faire réaliser sa création par un des grands noms de l'époque, voire même bosser avec eux. T'avais des très grosses pointures comme Hubert de Givenchy, Pierre Balmain ou Christian Dior qui étaient à l'affût sur ce que les milliers de participants pouvaient proposer. Et pour la plupart des jeunes créatifs, c'était littéralement l'occasion de leur vie. Karl en profitera évidemment pour se joindre à la fête et présenter ses meilleurs croquis. C'était son moment pour briller, et c'est le cas de le dire puisqu'il remportera la première place dans la catégorie manteau avec brio. Et dites-vous qu'il n'était pas entouré de clampins. Cette même année, sur les milliers de participants, il y avait aussi un certain Yves Saint Laurent qui lui gagnera dans la catégorie robe. Ce concours qui était très loin d'être anecdotique changera drastiquement la trajectoire de leur vie. Christian Dior remarquera Yves Saint Laurent, c'était un jeune prodige et il a tout de suite capté le potentiel d'en faire son assistant, car lui aussi ne se fera pas oublier. On le voyait également comme un encore plus jeune prodige, et ça intéressera Pierre Balmain qui lui aussi en fera son assistant. Karl avait à peine 16 ans, hors taxe, hein. Dans la vraie vie, il en avait 21 vu qu'il avait mytho sur son âge, mais bon, c'était pas le premier ni le dernier à se faire une carrière en mentant sur son âge. Je vois les Maliens, les Sénégalais, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Certains diront qu'ils se sont fait repérer pour leur talent, d'autres diront que c'était peut-être aussi parce que, sans mauvais jeu de mots, ils étaient de la jaquette et qu'ils ont tapé dans l'œil des couturiers pour des raisons qui ne se limitaient pas forcément qu'à leur talent. Dans les années 50-60, les dynamiques de recrutement et les relations professionnelles, c'était quand même un autre monde, et il y a pas mal de choses qu'on acceptait à l'époque, et qui étaient même devenues des normes tacites qu'on n'accepte plus du tout aujourd'hui. Le cliché du patron qui recrute sa secrétaire pour secréter, c'était pas juste un cliché. Tout comme le milieu professionnel, ou même pire, le milieu du cinéma, le milieu de la couture était évidemment pas épargné par ce genre de liaison. C'est un secret de polichinelle, mais beaucoup de jeunes assistants couturiers étaient parfois aussi recrutés en partie pour tenir l'aiguille du grand couturier. Et je parle pas de couture là. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. Karl Lagerfeld était enfin dans le game, bien qu'un peu déçu de se retrouver chez Balmain, qui était assez loin de faire autant l'unanimité que Dior. Il avait beau avoir lié une amitié avec Yves Saint Laurent, il avait quand même pas mal le seum de pas avoir été pris chez Christian Dior à sa place. Ça lui empêchera pas d'apprendre énormément dans la haute couture aux côtés de Pierre Balmain et son équipe, avant de finalement quitter le navire pour dénicher son premier job de directeur artistique en 1959, à l'âge de seulement 21 ans. Enfin, rappelez-vous, il avait mytho sur son âge, et il en avait en réalité 26. Ça y est, Karl était directeur artistique et pouvait exprimer toute sa créativité sans limite, ou presque. Bon, il n'était pas directeur artistique chez Dior ni chez Balmain, mais chez Jean Patou, la marque d'un grand couturier décédé en 1936, et qui a plus ou moins disparu en emportant le buzz de sa maison avec lui. Depuis les années 50, la marque avait plus trop de gaz, d'autant plus que tout le monde n'avait d'yeux que pour les nouvelles grandes figures du moment, comme Dior, Balenciaga ou Givenchy, et dites-vous que Jean Patou existe encore aujourd'hui, et il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Mais Karl, lui, il s'en fout, il y va. Bon, il s'en fout, oui et non. Il va quand même sous pseudo, et devient le directeur artistique de Jean Patou sous le nom de Roland Lagerfeld. Alors est-ce que comme Paco Rabanne, il avait changé son blaze au début pour paraître plus français, ou simplement parce qu'il voulait pas trop cramer son blaze là-dessus? On sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va assez vite marquer les esprits chez Jean Patou, et pas forcément pour les bonnes raisons. Roland Lagerfeld va se faire bâcher par la presse pour sa toute première collection haute couture. Son taf sera jugé trop risqué et trop loin de ce que faisait la marque jusqu'à présent. C'est le genre de reproche que la presse a fait à Demna Gvasalia lorsqu'il a repris Balenciaga, et pourtant ça lui avait pas empêché de fonctionner. Au contraire même, et bah pour Karl, enfin Roland du coup, c'était plus ou moins pareil. Beaucoup moins extrême quand même, mais y a pas de mauvais buzz, et ses critiques ont pas mal attiré l'attention vers lui. Le champ des opportunités deviendra de plus en plus vaste, et il saura en profiter puisqu'il deviendra designer freelance, et bossera pour des marques un peu partout dans le monde, de la France à l'Italie jusqu'au Japon. C'est exactement ce qu'il voulait. Karl, c'est un électron libre. Il déteste l'idée d'avoir un patron, il se rend compte aussi qu'il déteste la haute couture. Il a d'ailleurs détesté ces quelques années en tant qu'assistant chez Balmain, et lui qui pendant les 5 dernières années de sa vie commençait à peine à vivre de sa passion, maintenant il s'enrichissait sérieusement grâce à la mode. Bon, il était déjà riche de base, mais là c'était plus de l'argent de poche, et il commençait à dilapider son pognon à base de voitures de luxe, de vacances de zinzin, de sap, tout ça pour tuer le temps, mais aussi pour pallier un manque, puisqu'étonnamment il n'était pas spécialement comblé par sa nouvelle vie de designer freelance. Et devenir un
mercenaire du prêt-à-porter de luxe, ça n'a jamais été son réel objectif. L'argent c'est bien, travailler dans la mode c'est encore mieux, mais lui, ce qu'il voulait et ce qu'il avait toujours absolument voulu, c'était la gloire, être un grand homme. Au milieu des années 60, Karl en a ras-le-bol de ce qu'il fait. Il a l'impression de rouler sa bosse, mais de ne pas vraiment marquer les esprits. C'est un bon designer parmi tant d'autres, pendant qu'Yves Saint Laurent, son ami et ennemi juré, commençait déjà à devenir un symbole de la couture française. Mais surtout, il venait de créer sa propre maison à son nom. Karl, lui, ne se sent pas prêt de lancer son propre bail en solo. Mais c'est presque ce qu'il fera en allant chez Chloé. Il est arrivé en tant qu'un énième designer dans une équipe créative de plusieurs designers, mais il finira très vite par s'imposer et éclipser tous ses collègues jusqu'à devenir le directeur artistique de Chloé. Chloé, c'est une marque de luxe qui a encore pas mal de buzz aujourd'hui, que les meufs connaîtront certainement, les bougs un peu moins, mais dans les années 60, Chloé était complètement finito. Les précédentes collections finissaient tout le temps soldées, la marque tombait très gentiment dans l'oubli, plus grand monde ne voulait porter du Chloé, et forcément, il n'y avait pas beaucoup de designers qui voulaient se retrouver dans ce bourbier et entacher son CV. Enfin, si, il y avait Karl Lagerfeld, mais à une seule condition, il devait avoir carte blanche. C'est ce qu'il obtient et il ne fait pas semblant, il pose les bases du prêt-à-porter chez Chloé, mais surtout il a une mission très personnelle, sortir Yves Saint Laurent des unes des magazines et prendre sa place. Gabrielle Aguillon, la fondatrice de Chloé, a parié sur Karl et elle veut du résultat. Ça tombe bien, elle en aura. Karl livre du grand spectacle, pour l'époque hein. Il aura une approche avant-gardiste qui exploitait le prêt-à-porter de manière presque aussi créative que la haute couture. Il jouera avec les coupes, il introduira des imprimés surréalistes et des références artistiques, comme cette robe inspirée d'un livre de Thomas Malory. Bon, on va pas se mytho, si tu t'émasses ça avec l'œil d'aujourd'hui, ça paraît ultra banal, mais il a fallu attendre Karl Lagerfeld pour banaliser tout ça. Les années 60-70, tout était un peu plus approximatif. T'émasses cette photo de lui à l'époque, prise par un photographe professionnel pour un magazine officiel, le bail dégage absolument rien. On dirait mon oncle qui se serait incrusté dans une soirée déguisée dans le 16e. Un regard noir, on dirait il est déçu de l'ambiance. Regarde bien, voilà, regarde bien, frère. Quand tu fais une nerve ici, on va te goumer, tu vas voir. Dans les années 60, on était encore à l'époque où le monde de la sape était plus ou moins complètement vide. Il avait la liberté d'expérimenter, d'innover, de casser les codes, et il a très vite capté que ça faisait parler les gens. Il en joue et la sauce prend très vite. Résultat, il double le chiffre d'affaires de Chloé et fait renaître la marque de ses cendres. Après avoir redonné du gaz à Jean Patou, fait renaître Chloé, vous savez ce qu'on dit? Jamais 203, et il va encore une fois se faire démarcher pour réanimer une marque en fin de vie. Cette fois, c'est les sœurs Fendi qui vont chercher Karl pour lui demander de l'aide. Là encore, c'était pas du tout le Fendi ultra fashion d'aujourd'hui à cette époque, mais plutôt une marque de maroquinerie et de fourrure un peu vieillissante, complètement dépassée face aux géants du luxe en place dans les années 60. Une fois de plus, il n'est pas effrayé par les gros chantiers et il accepte, toujours avec la condition obligatoire d'avoir carte blanche. Parce que là, il comptait aller encore plus loin. Il va tout transformer. Vraiment tout. Même le logo qui, avant son arrivée, était un écureuil sur un arbre. Qu'est-ce qu'il te fait foutre ici? C'est lui qui créera l'iconique logo WF, qu'il se vante d'avoir créé en 3 secondes. Bon, il s'est probablement très inspiré du double C de Coco Chanel, ou d'un autre logo à double lettre qu'il a connu plus jeune en Allemagne. Bizarre. Autant le double C de Coco Chanel il a du sens vu qu'il y a 2 C dans le blaze, autant celui de Fendi c'est un peu plus poussif. Et dites-vous que dans les 2 F qu'il nous a mis, il n'y en a aucun qui veut dire Fendi. Non, c'est FF pour Fun Fur, la fourrure fun en français. Alors la définition du logo est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais le terme Fun Fur il le prendra au pied de la lettre. Fendi était une marque axée dans la maroquinerie et la fourrure, il garde cette base et repense complètement la fourrure qui était un symbole de réussite en Italie. Il va la moderniser, la rendre fun et encore plus désirable, mais surtout ultra tendance. Il est tellement à fond dans son taf qu'il ne se rendra même pas aux funérailles de son propre père. Il était d'ailleurs même pas au courant de son décès, vraiment il l'apprendra par hasard quelques semaines plus tard. Sa daronne étant ce qu'elle est, elle avait pas jugé pertinent de lui annoncer le décès de son daron. Karl étant ce que sa daronne est, lui non plus, ça l'a pas choqué, limite il en avait rien à foutre, il avait des choses plus importantes à faire apparemment, comme dessiner des vestes en fourrure. Merde, quand même. Encore une fois, Karl a fait de la magie avec une marque en manque de calcium. C'est le premier mec à relancer 3 marques mourantes et il a fait ça plus ou moins en gérant les 3 marques en même temps. À Paname, ça commence à sérieusement parler de lui. Entre ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, il ne fait absolument pas l'unanimité, mais il devient incontournable. Chacun de ses défilés est un événement à ne surtout pas rater. Mais après des années de gloire, en 1978, coup de théâtre, Karl touchait enfin le sommet du bout des doigts, mais paradoxalement, il va aussi toucher le fond.
1978, c'est l'année où décédera sa mère. Et là aussi, il fera comme si de rien n'était. Il n'ira d'ailleurs pas non plus à son enterrement, trop occupé à gérer toutes ses marques et tous ses projets en même temps, mais au fond de lui, ça le rongeait probablement, même s'il avait tout conquis dans la mode, qu'il avait encore plus d'argent qu'il n'en avait avant, qu'il avait enfin la gloire et la renommée qu'il cherchait, à tel point que plus rien ne lui était inaccessible, il tombera à nouveau dans une crise existentielle. Maintenant, sa nouvelle lubie, c'était de créer sa propre marque, mais aussi de se faire une renommée dans la haute couture. Lui qui détestait la haute couture au départ. Il avait maintenant l'impression que c'était une étape qu'il devait absolument franchir, mais il va se grailler un énorme stop. La fédération de la haute couture et de la mode ne lui acceptera jamais l'entrée, parce que oui, pour faire de la haute couture, tu dois pas juste le dire, ni même faire les vêtements les plus incroyables du monde, faut se faire accepter et répondre aux critères très stricts de la fédération de la haute couture. Et du coup, après avoir lancé les parfums avec la marque Chloé pour qu'il bossait depuis une dizaine d'années comme un bras droit presque stratégique, plus que simplement créatif, il voulait maintenant élever la marque et la faire passer dans le cercle très fermé de la haute couture. Mais cette fois, c'était la fondatrice Gabrielle Aguillon qui refusera de le suivre dans son délire de haute couture. Et là, c'est le drame. Karl et Gabrielle, les inséparables se fâchent, tout Paris en parle, et pour Karl, c'est la fin d'un cycle. Il quitte Chloé, mais il n'a pas dit son dernier mot et il n'abandonne pas ses désirs de haute couture. Après les sœurs Fendi qui étaient venus le chercher pour réanimer leur marque à l'agonie, c'était maintenant les frères Wertheimer qui s'intéresseront à nouveau à Karl Lagerfeld. Les deux frères lui avaient déjà proposé de reprendre les rênes de Chanel, mais à l'époque, il était déjà trop pris avec Fendi et Chloé. Il avait aussi probablement pas du tout envie de bosser pour Chanel, mais après avoir appris sa séparation avec la marque Chloé et son envie de haute couture, les deux frères retenteront leur chance au forcing en lui envoyant un fax lui proposant de devenir le nouveau directeur artistique de Chanel. Alors ça peut vous étonner qu'il ait pas eu envie de bosser pour une maison aussi prestigieuse que Chanel, mais là aussi, à ce moment de l'histoire, la maison était au fond du trou. Tout le monde autour de lui disait de ne pas y aller, que c'était une marque complètement finito depuis que Coco Chanel était décédé, c'était vraiment un truc réservé pour les grands-mères, et on voyait plutôt la marque faire faillite dans les années à venir que revenir dans le devant de la scène. Surtout que, cerise sur le gâteau, à cette époque, il y avait déjà des rumeurs qui commençaient à s'ébruiter sur les liens obscurs entre Coco Chanel et Lena. On savait qu'un de ces bougs était du Reich, mais il y avait des rumeurs qui allaient un peu plus loin, ça parlait de collaboration, voire même d'espionnage. Rumeurs qui s'avéreront être totalement vraies quelques années plus tard, mais bon, ça, je pense pas que c'était le plus gros frein pour Karl Lagerfeld. Oh les bâtards! Évidemment, il finira par accepter de rejoindre la maison, ça lui permettra de se faire une place dans la haute couture, et je vais pas vous mettre plus de suspense, c'est aussi lui qui remettra Chanel dans la map. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Faut dire qu'à ce moment de l'histoire, il était tellement hype que rien que son nom suffisait à redonner du gaz à n'importe quelle marque. En 1983, avant même de commencer à mettre les mains dans le cambouis, quand son nom n'était qu'une rumeur, la collection printemps-été de Chanel avait déjà retourné la Fashion Week de Paname. Enfin, à l'époque, ils appelaient encore ça la semaine des défilés. C'est moins sexy en français. Quand il arrive aux manettes, on lui donne évidemment carte libre. On lui fait confiance, mais surtout on lui donne un budget de 500 000 balles par défilé, qu'il va évidemment totalement dépasser. Chez Chanel, il joue un peu sa carrière. Il est connu comme le grand designer qui sauve toutes les marques en fin de vie. Il était hors de question de flop. Et du coup, il fera vraiment pas les choses à moitié. Il fait venir tous ses potes de la mode, les journalistes, les créateurs, les stylistes, les stars, et peu importe où ils étaient dans le monde, s'ils étaient pas dans le coin, il les ramenait en first class, tout frais payé. Évidemment, c'est pas lui qui paye, hein, c'est Chanel. Il a envoyé des bouquets de fleurs immenses, mais genre vraiment immenses, avec des cartes d'invitation manuscrites à tous les éditeurs de mode qu'il pouvait contacter. Il parle quand même de près de 200 personnes. Il était dans la démesure complète parce qu'il savait qu'il n'avait vraiment pas le droit à l'échec. Et le jour J, à la fin du défilé, standing ovation. Dès la sortie du défilé, la collection s'arrache, et ce défilé Chanel l'a sacré dans le monde de la mode comme le résurrecteur de marques mortes. On le surnomme maintenant Kaiser Karl, l'empereur Karl Lagerfeld. Mais encore une fois, en gravant un nouveau sommet, c'est la rechute. En 1984, juste après son arrivée chez Chanel, il décide d'enfin lancer sa propre marque éponyme. Après avoir eu Chloé par Karl Lagerfeld, Fendi par Karl Lagerfeld ou Chanel par Karl Lagerfeld, on avait maintenant le droit à Karl Lagerfeld par Karl Lagerfeld. Malheureusement, la marque sera assez vite un flop commercial assez corsé. Sa proposition sera perçue comme un peu trop floue, voire même inintéressante par rapport à ce qu'il faisait chez d'autres marques. C'était moins bien et moins prestigieux pour ceux habitués à son travail chez
Chanel et Fendi est probablement trop niche pour le grand public qui ne le connaissait pas encore à ce moment de l'histoire. Le projet ne trouvera pas vraiment son public et plutôt que de mettre plus d'énergie dedans, il décidera de l'abandonner. La marque sera revendue à des groupes financiers avant d'être achetée par Tommy Hilfiger en 2004 et Karl Lagerfeld continue de bosser d'arrache-pied sur d'autres projets. Il balance 17 collections par an, donc il a pas le temps de se lamenter sur son sort. L'échec de sa marque ne va pas l'anéantir, c'est pas sa façon d'être, au contraire même. Mentalité allemande, ça va que le booster et le pousser à en faire encore plus. Karl, on peut l'aimer ou non, mais on peut pas lui enlever que c'était un giga charbonneur. Contrairement aux autres grands couturiers, Karl ne savait pas coudre, son talent était dans la vision, il dessinait toutes ses créations et sa force était aussi dans le volume. S'il a été capable de bosser avec autant de marques en même temps et aussi longtemps, c'est parce qu'il pouvait te tartiner des centaines de silhouettes par jour. Et elles étaient réussies et toutes différentes. D'autres couturiers avaient une approche plus artisanale, en imaginant une pièce, travaillant le matériau pour la réaliser. Karl se contentait entre guillemets de concevoir la vision et de déléguer la réalisation à ses équipes, qui parfois eux-mêmes étaient complètement dépassés par l'afflux de croquis qui arrivait à bazarder en un temps record. Il était ultra productif que ça en devenait presque inhumain. Mais le Kaiser n'était pas une machine et il a fini par craquer. Après toutes ces années de stress cumulé, toutes ces mésaventures qu'il n'avait jamais pris le temps de digérer, décès de ses parents, de ses proches, notamment celui de Jacques de Bacher qui l'a particulièrement atteint, plus même que celui de ses parents, l'échec de sa marque, le craquage finira par arriver. Il se laisse complètement aller. Jusqu'à la fin des années 90, il se détruit intérieurement. Il s'empiffre de burgers et fast-food en tout genre, il s'envoie des litres de coca par jour, il se tuait à la tâche, mais aussi à la graille. Il commence à se détester, à détester l'image qu'il renvoie, mais voyant les années 2000 approcher à grands pas, il en peut plus. Et c'est à partir de là qu'il décidera de devenir le Karl Lagerfeld que tout le monde connaît. Dès le début des années 2000, il décide d'entamer une énorme diète, en partie pour sa santé et son image, mais étonnamment, son plus gros leitmotiv, ça sera surtout de pouvoir enfiler les skinny d'Hedi Slimane sans avoir l'air trop ridicule. Bon, chacun ses motivations, et l'essentiel, c'est que ça lui permettra de perdre 42 kilos en seulement 13 mois. Il en fera carrément un livre avec le docteur qui l'avait suivi pendant son régime, et là il va probablement avoir un syndrome post-transformation parce qu'il va vraiment devenir intenable ce fumier. Il va clairement péter un câble, il en aura plus rien à foutre de rien. L'ancien il avait maintenant plus de 70 ans, il avait roulé sa bosse et il pouvait se lâcher sans avoir à craindre une quelconque répercussion sur sa carrière. Et après avoir conquis le monde de la mode, il décidera de devenir une référence mainstream. Il se mettra à créer probablement l'un des personal branding les plus mémorables du début des années 2000. C'est à partir de là qu'il se mettra à devenir vraiment strict sur son propre uniforme, ça devenait très difficile de le voir habillé autrement. Il était systématiquement en tenue monochrome avec une paire de lunettes noires, une chemise blanche avec un col géant et des gants noirs. Et vous savez pourquoi il portait toujours spécifiquement ces gants-là? C'est pour se gratter les couilles. Karl n'était maintenant plus l'homme au service des marques, mais il deviendra le centre de l'attention. Il se fera remarquer pour son look mémorable, pour ses nombreuses collaborations, parfois même assez inattendues, comme sa collaboration avec H&M en 2005. C'était la première fois que le monde du luxe et de la mode ultra élitiste s'associait à la plèbe avec la fast fashion. Aujourd'hui, c'est devenu banal, mais c'est Karl Lagerfeld qui a ouvert la porte aux collabs H&M, Versace, Margiela et toute la clique. Mais malheureusement, il se fera aussi remarquer pour son tempérament. C'était l'aigri originel, ultra péteux et méprisant, en plus de déraper dans tous les sens et de cocher la liste de tous les phobes. Grossophobe, migrantophobe, mochophobe, petitophobe. Beaucoup se plaindront du personnage après sa mort, surtout les nouvelles générations qui le qualifieront d'odieux boomer. Ça ressort des campagnes jugées de mauvais goût, comme lorsqu'il a pris la mannequin allemande Claudia Schiffer pour lui mettre une blackface et une yellowface en même temps. Les langues se sont déliées, notamment en 2023, lorsque le Met Gala a décidé de rendre hommage à Karl Lagerfeld, chose qui n'a pas trop plu, hein, vous vous en doutez. Et pourtant c'est triste à dire, mais c'est aussi la controverse qui a rendu le personnage aussi mémorable du grand public. On le voyait partout à la télé, il sortait à peu près chaque semaine une nouvelle dinguerie, et il a fini sa carrière de manière assez égotique on va dire. Son rôle c'était presque plus de créer, mais de faire parler de lui, et de se mettre en avant par à peu près tous les moyens. Chez Fendi, il se mettra à pousser sa propre image avec ses Carlitos sortis en 2014, qui seront littéralement des mini-lui. Il fera des collabs ultra mainstream avec Coca-Cola pour être vu. Il ira même jusqu'à faire une collaboration avec la sécurité routière pour être placardé dans toute la France. Et évidemment, il plongera dans la pop culture française, que ce soit de manière volontaire, en participant à des films ou même à des dessins animés, parce que ça va peut-être en étonner certains, ou rappeler des souvenirs à d'autres. Il a joué un méchant dans les Totally Spies. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu une enfance heureuse.
mais on aura surtout le droit à beaucoup de parodies de Karl Lagerfeld, que ce soit dans Les Guignols évidemment, dans Mout Mout d'Eric et Ramsey ou Helmut Fritz, qui était au final un personnage inspiré de Karl Lagerfeld. Sa fin de carrière, c'était un hommage à lui-même. C'est pour ça que ce qui reste de sa marque, c'est des t-shirts avec des dessins de sa tête, parce qu'il a été une icône de la mode et de la pop culture pendant un moment, et le meilleur moyen de capitaliser sur Karl Lagerfeld, c'était sur son image que tout le monde connaissait. Mais du coup, sa marque bancale, ça nous prouve bien que c'était une fraude, non? Bah, si vous avez suivi son histoire, sa marque, il l'a abandonnée assez vite, et elle est pas vraiment représentative de son taf. C'était surtout des financiers aux manettes qui ont capitalisé sur son image sans grande valeur ajoutée. Et vu tout ce qu'il a accompli, on peut difficilement le présenter comme une fraude. Même s'il y a une petite douille quand même, on le nomme grand couturier alors qu'il sait pas coudre. Bizarre. La vérité, c'est que les génies n'existent pas, et Karl Lagerfeld n'est pas une exception. Il avait le mérite de faire les choses, il était proactif et acharné dans son boulot, qui on vous le rappelle était un travail d'équipe, mais surtout il sortait d'une époque où on était vraiment beaucoup dans l'approximation. Si tu regardes son logo FF, où il s'était improvisé stratège en branding, il a repris un concept de monogramme déjà existant, il a vu qu'il y avait LV, CC, GG, et du coup il a créé 2 F dans une des formes les plus rudimentaires possibles. En toutes les autres marques utilisent des initiales de blaze, et lui il s'est fait un rafistolage pour que ça marche à peu près en appelant ça Fun Fur, et ce fumier il est fier. Il te dit ouais j'ai fait ça en 3 secondes. Bah ouais, ça se voit mon ref. C'était une création instinctive, c'est l'histoire et le contexte qui l'a rendu iconique, mais il y a vraiment rien de génial dedans. Faut vraiment mettre ça en tête pour tous ceux qui veulent créer et qui ont un peu peur de pas être assez légitimes, que ce soit Karl Lagerfeld ou tous les autres, on est tous des charlatans qui ont appris et ont donné du sens et de la valeur à leur création en faisant au fil des années. Ses assets, c'était sa force de travail, sa culture et son bon goût, ou du moins sa compréhension du bon goût pour son public. C'est le mec qui va bien t'aménager ta maison, mais pas te la construire. Il a su aménager Fendi, Chanel, Chloé, mais il n'a jamais été en mesure de construire sa marque avec son identité. C'est ni un génie, ni une fraude, c'est un créateur talentueux qui a eu beaucoup de succès et de réussite dans une belle enveloppe bien marketée. Moi j'aurais tendance à dire que si on devait vulgariser de fou Karl Lagerfeld pour le FC Streetwear Sneakers, c'est un genre de Virgil Abloh dans sa vision de l'esthétisme. Il s'inspire beaucoup d'éléments culturels comme des œuvres d'art ou des vêtements du quotidien, comme cette robe qu'il a probablement vue à Barbès avant de la revisiter pour Chanel. Il comprend ce qui a le potentiel de marcher, comment détourner et créer à partir d'un héritage qui existe déjà. Il est assez différent d'un Paco Rabanne ou d'un Jean-Paul Gaultier, qui eux ont su marquer les esprits avec des propositions plus personnelles et reconnaissables. Quand tu vois des robes en rhodoïde, tu savais que c'était Paco Rabanne. Jean-Paul Gaultier, quand tu vois ses imprimés trompe-l'œil chelous, tu sais que c'est lui. Car Lagerfeld, il a pas vraiment de marque de fabrique ni de savoir-faire propre à lui entre guillemets. Ça a été toute sa carrière un consultant freelance qui a su embellir des héritages déjà existants, charbonner et très bien se vendre. Pour le FC Sneakers, en vrai, on peut aussi voir du salé Bunbury chez Karl, dans sa capacité à donner du gaz à des marques qui étaient finito, mais bon, je pense que ces comparaisons auraient sûrement eu de quoi le faire retourner dans sa tombe. Ah mais quelle horreur. Ah non, ça... En parlant de tombe, il décédera le 19 février 2019 à l'âge de 85 ans, après 36 années de loyaux services chez Chanel et 54 années d'ancienneté chez Fendi. C'est une longévité littéralement jamais vue dans la mode. Il avait toujours dit qu'il ne voulait absolument pas d'enterrement une fois mort, ce qui est assez contradictoire avec son envie d'être un grand homme. On a rarement vu un grand homme partir sans cérémonie, et c'est probablement pour ça que Chanel a tout de même organisé une commémoration. Non seulement pour que les gens qui lui étaient proches et toute l'industrie puissent pleurer sa mort et lui dire adieu, mais aussi pour marquer un tournant dans l'histoire de la maison. En tout cas, il partira de manière aussi loufoque qu'il a vécu, en léguant un patrimoine au monde de la mode et au monde créatif en général, mais aussi son héritage personnel, où l'on retrouvera 2 bénéficiaires assez surprenants puisqu'il n'avait pas d'enfant. Il lèguera la plus grande partie de sa fortune à Baptiste Giabiconi, le mannequin, et Choupette, sa chatte. La chatte.